Pour introduire cette conférence, je me suis accroché à la seule chose que je connaissais, c'est-à-dire le nom de l'agence. Et en fait, Sapiens nous ramène bien évidemment à nos origines, à l'essence même de l'humanité. En tant qu'Homo sapiens, nous avons évolué grâce à notre capacité à innover, à créer, à nous adapter à notre environnement et à répondre à nos besoins fondamentaux. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, essentiellement, c'est la production de l'agence, qui n'est pas la production théorique, parce que je crois que les architectes, on a une des manières de s'exprimer, surtout, c'est par la construction, par le fait de faire des bâtiments, et je crois que nous, ce qu'on revendique en premier, c'est ce qu'on fait, et un peu moins ce qu'on pense. Donc l'agence a été fondée en 2018, et c'est tous les endroits où l'agence a travaillé, et en noir sont repérés les endroits où on vit et on habite. Donc il y a mes deux associés qui sont à Paris, et moi qui vis là-bas, tout au fond, tout au sud, vers Montpellier. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Sapiens, souvent, on est invité pour présenter l'architecture rurale, pour présenter des petits projets d'architecture rurale. Et en fait, on est identifié comme des architectes ruraux, alors qu'on est des architectes surtout TGV. C'est-à-dire qu'en fait, on prend énormément le train et on se déplace beaucoup sur le territoire. On n'est pas tant des architectes ruraux que ça. Le deuxième constat, c'est qu'en fait, entre 2018 et 2025, on a donc ça, c'est tous les projets, c'est pas les candidatures, etc. C'est vraiment les projets, les endroits où on a projeté, donc c'est pas forcément abouti. Mais en fait, ça fait une cartographie quand même où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties. Ce sont des tout petits projets. C'est des petites extensions, des petites vérandas, des choses comme ça. Mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend, je crois, plutôt qu'en lisant. Donc en fait, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup sur ces, à force de dire 5, ça va faire 6, 7 premières années d'agence en nom propre. Et donc, en parallèle de cette activité où on a effectivement beaucoup travaillé, on continue à écrire et à s'interroger sur ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on pense, toujours cet aller-retour. Et on est en train de finaliser la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Composer avec le réel et où on essaye de tirer les leçons, voilà, de ces 5-6 premières années de travail à la campagne, dans des zones périurbaines et périrurales, et d'essayer de voir quels sont, de thématiser un peu nos projets par rapport à des problématiques un peu universelles d'architecte que tout le monde peut avoir dans sa vie. La première partie de cette conférence va être l'architecture du oui mais, c'est-à-dire qu'en gros, quand architecte, on dit pas oui à tout, on dit pas non à tout, on dit oui mais. La deuxième partie, ça va être plutôt entre la recherche d'un langage qui soit en même temps contextuel et en même temps savant. La troisième partie, ça sera l'architecture comme restitution d'une parole collective. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on trouve diablement intéressante. Et ensuite, la quatrième partie, c'est renvoyer l'architecture dans le décor, c'est remettre l'architecture surtout à la bonne place. Donc si je commence par l'architecture du oui mais, pour nous, ça s'incarne beaucoup dans ces personnages qu'incarne Gary Cooper dans le film de King Vidor, qui est un peu une tarte à la crème des archis, hein, c'est The Fountainhead, où un architecte américain affirme sa personnalité en disant « je me fous de ce que les gens pensent de l'architecture ». Donc le résultat, c'est qu'il peut pas construire et qu'il part tailler du marbre à Carrare. Et en fait, on pense que l'espèce d'idée que l'architecte est une individualité pure, comme ça, en dehors du temps, et qui peut s'abstraire du monde, ça ne nous intéresse pas tellement. Pourtant, ça, quelque part, c'est un peu la figure de l'architecte qu'elle peut être représentée dans les écoles d'architecture. C'est-à-dire, dans les écoles d'architecture, il y a cette espèce d'idée que l'architecte c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui doit s'opposer, la politique en premier, etc. Et donc ça, on essaye d'être contre. De l'autre côté du spectre, j'allais dire politique, mais vous savez, les extrêmes se rejoignent parfois, il y a ceux qui disent oui à tout. Et donc là, Bjerkingels, le yes is more, c'est oui, on peut dire oui, on peut dire oui, et bon, finalement, on dit surtout oui à ceux qui ont beaucoup d'argent. Et en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que si la posture de l'architecte révolutionnaire retirée sur son Aventin à la vie dure dans l'imaginaire collectif de Fountainhead aux écoles d'architecture, l'architecte, c'est surtout celui qui travaille dans la cité en intriguant, en joutant, en se battant d'arrache-pied pour faire respecter ses idées et tenter de transmettre quelques points de vue. Le déjà là, le plus important, dont vous allez voir, enfin, dont on nous rabat les oreilles tout le temps là maintenant, dès que vous ouvrez une revue d'archi, il y a marqué le déjà là, le déjà là. Le déjà là, le plus important quand on travaille sur un projet, c'est les clients, les entreprises, et en fait, c'est beaucoup plus que les conditions matérielles, c'est les gens avec qui on travaille. Et ça, je trouve que on le répète jamais assez, et notamment dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout seul pour faire un projet. Le client compte beaucoup, les entreprises comptent beaucoup, surtout dans des territoires où il y a peu d'entreprises. Donc, si vous avez un maçon qui sait pas poser du parpaing, bah, comme pas de parpaing, ou alors vous essayez de minimiser, et en fait, c'est comme ça que se fait l'architecture. Donc, le déjà là, ce sont les gens, et l'éventail du choix des architectes se situe inévitablement entre le compromis et la compromission.
Donc là, ça renvoie à notre tout premier projet, qui est un projet en Dordogne, à Échourgnac. Et en fait, la situation est absolument magnifique, mais la maison, bon, c'était un pavillon qui s'était un peu agglutiné, bon, qui avait pas beaucoup de qualité intrinsèque. Et donc les gens sont venus nous voir en disant: «On veut faire une maison d'architecte». Donc je mets maison d'architecte dans Google Images et en fait, ça, quand des gens font appel à vous, maison d'architecte, ça veut dire ça pour eux. C'est en fait, vous allez devoir lutter contre le fait qu'une maison d'architecte, pour les gens, c'est ça. Et évidemment, ça va passer par une démolition absolue, de l'ouvrage en place et par une reconstruction, pour faire des petits pavés, des petits cubes, des machins. Et donc évidemment, nous, ça venait heurter déjà un principe écologique qui est le fait que, bon, bah, il y a une maison, il y a des réseaux, il faut évacuer les gravats, il y a des questions de ressources, etc. Et on pense qu'on peut transformer même un pavillon un peu compliqué en une maison d'architecte. Donc, on a réussi, à force de pédagogie, à leur dire: «Mais, si on économise, les 120 000 € de la démolition, on peut faire un truc en béton préfa, un peu nickel. On peut vous ouvrir le séjour en partie basse et ce que vous voulez, c'est surtout la vue sur le beau terrain et une ouverture en rez-de-chaussée, une grande loggia». Et en fait, on a réussi à leur faire une maison d'architecte. Donc ça, c'est au nord de Carcassonne, si vous voulez. C'est un très beau, très bel endroit, qui est en balcon sur les Pyrénées. Donc vous avez toute la chaîne en face, là, c'est absolument magnifique. Donc c'est un pays qui est en même temps très pauvre, c'est l'Aude, c'est le Nord-Pas-de-Calais, mais avec le soleil. Voilà, c'est vraiment, y a rien. C'est-à-dire qu'il y a eu une industrie textile qui a, bon, avec les accords multifibres, tout a fermé dans les années 70, à part le pinard et éventuellement l'héliotropisme, parce que les gens qui cherchent le soleil un peu viennent là, mais il y a rien du tout. Mais ce petit village qui s'appelle Montaulieu, ou à aménager ma belle famille dans une maison qui est ici. C'est un village qui est en même temps très particulier, mais par rapport à ses voisins, il s'en tire pas mal. Il y a 2 écoles actives, et là, on est dans la grande ruralité, mais il y a quand même, il y a des maraîchers, il y a des jeunes qui s'installent, et cetera. Donc c'est un village qui est quand même un peu riant et un peu sympathique, mis à part le contexte paysager. Donc le tout premier projet, il y avait une zone un peu sous-gabaritaire, comme on dit, et en fait, il y a une des grandes problématiques de ces villages, qui sont très denses, très compacts, et cetera, c'est que les gens cherchent des espaces extérieurs. Et en fait, les gens qui cherchent des espaces extérieurs, ils viennent voir l'architecte et lui disent: «Ouais, moi je veux faire une tropézienne». Comme tout le monde en a fait dans les années 80, et les tropéziennes, bah, c'est pas bon pour le patrimoine, parce que les produits d'étanchéité vieillissent. Moi, je leur ai dit: «Bah, on va pas faire de tropézienne», parce qu'en même temps, une tropézienne, comme il fait chaud, là, quand il fait chaud à Montaulieu, il fait très chaud. Avoir un espace abrité extérieur, c'est pas mal. Et donc, finalement, ils ont joué le jeu, et on a fait une toute petite surélévation de toiture. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un comble non aménagé, on a surélevé, on a vendu à l'ABF qu'on refaisait un rythme de percement comme les pans de bois qui sont en face. Et en même temps, c'est la découverte aussi, bah, nous, en fait, on réinvente notre métier à ce moment-là, parce qu'on a fait des concours, on a fait des gros projets chez Prost, chez Falocci, et là, on se retrouve tout seul. Mais en même temps, des belles découvertes. C'est-à-dire que la sous-toiture, là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais dessiné comme ça, le fait d'enlever les lithos. Ça s'appelle une pose à la narbonnaise, c'est-à-dire qu'on multiplie, plutôt les chevrons, on les arrondit et on retrouve en sous-face la terre cuite. C'était plus facile pour lui, pour l'artisan, il me l'a proposé, je dis: «Bah, à fond, ça, c'est super». Et voilà, donc il y a des découvertes, c'est en faisant qu'on apprend, voilà, c'est des découvertes comme ça. J'ai un client qui s'appelle Philippe, qui a acheté une maison de maçon qui est un peu comme le pavillon de tout à l'heure, qui a pas beaucoup de qualité mis à part, celle d'être là, mais par contre qui est dans un jardin absolument magnifique, qui dévale en ravin sur l'Alzot. Et en fait, comme elle est dans une pente, donc c'était vraiment la maison du maçon de village qu'il avait racheté, donc robuste, là, on peut y aller. Mais par contre, les pièces de vie étaient à l'étage intermédiaire, à cet étage-là, et il avait pas de dégagement extérieur pour profiter de ce beau jardin, qui descendait, jusqu'à l'Alzot. Et donc, il se trouve que ce client, c'est un ancien dessinateur de Disney à la retraite. Et donc le mec dessine mieux que moi, mais vraiment mieux que moi. Il arrive, il me dit: «T'emmerdes pas, je sais ce que je veux faire». Il me fait le dessin à gauche, il me dit: «Moi, je veux que tu me déposes ça». Et donc là, je fais exactement comme je fais maintenant avec les étudiants. À l'époque, je le faisais pas. Mais c'est que j'ai pris son projet et par la pédagogie aussi, je dis: «Bah, attends, là, si tu fais un truc comme ça, tu peux pas faire le tour de ta terrasse. En plus, le fait de mettre le pignon dans ce sens-là, ça accentue la verticale». Et en fait, on a fait évoluer son projet jusqu'à avoir quelque chose qui est indispensable pour faire un projet, qui s'appelle la confiance du client. Et donc, on a réussi à faire un tout petit ouvrage en expérimentant, nous, de notre côté, des choses. Là, sur les planches de coffrage de béton, qui ont des qualités de réflexion, qui sont pas utilisées, qui sont un peu utilisées à contre-emploi, parce que normalement, c'est pas des produits de finition.
Mais en fait, ça, j'y suis repassé, là, ça commence à avoir 6 ans maintenant, ça bouge pas, ça marche bien en sous-face. Et il y a plein de petits coups, tout le monde se bat pour avoir la maille Extend, là, vous savez, les espèces de mailles inox. Enfin, moi, chez Prost, on a essayé d'en caler, c'est toujours une galère, ces trucs-là. Et en fait, si on soude des mailles perfo, très honnêtement, on a un degré de transparence, il n'y a pas besoin de visserie en inox et tout, et je trouve que c'est mieux. Donc maintenant, on fait plus que ça, plus de mailles Extend. Pourquoi est-ce que j'ai choisi du métal? Bah, tout simplement parce que c'est le serrurier qui m'a apporté sur le chantier, quoi. J'allais pas lui faire un truc en bois. Et ça nous a amené sur le plus petit projet de l'agence. Donc là, on est à l'entrée de Montaulieu, tout au nord, et on a un tout petit bâtiment qui a servi de grange pendant longtemps, jusqu'au décès du propriétaire dans les années 70, puis c'est resté vide. C'est une petite grange où on entreposait du foin à l'étage, avec un petit atelier en bas. Et en fait, il y a un fondeur d'art qui vient d'Annecy, qui veut s'installer à Montaulieu, qui repère ce truc-là, qui l'achète vraiment une bouchée de pain, et qui décide de faire une fonderie d'art dans cet espace qui fait 3,50 m par 7 mètres de profondeur, qui est la plus petite façade de Montaulieu d'un côté, et peut-être une des plus hautes de l'autre côté, c'est-à-dire que de l'autre côté, elle est très grande. Le terrain en bas est privé. Alors lui, il est charpentier. Alors c'est un prêtre qui est devenu charpentier. Il faut venir à la campagne pour voir des personnalités comme ça, c'est tout dans la vie. Donc il a été prêtre, il a été charpentier, et en fait, il avait juste besoin du permis de construire, et puis il faisait ça, il fallait qu'il fasse ça tout seul, en autoconstruction, etc. Donc là, il est en train de le faire. Et donc c'est un projet très petit, très complexe, parce qu'il a fallu, avec des ponts roulants, faire une zone de fonte, en partie haute éclairée. C'est-à-dire que le PLU exige de ne pas faire de surélévation, donc on a joué sur les mots, hein, parce qu'on est architecte. On a dit c'est pas une surélévation, c'est un changement de nature de toiture, donc on est passé de la tuile au zinc. Et en fait, ça nous a permis de dégager une ouverture en recul, parce que là, comme c'est privé, on ne pouvait pas s'ouvrir à moins d'un 90, donc on s'est reculé, ça a permis de faire tomber la lumière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a l'impression, enfin, en tout cas, les jeunes ont l'impression que plus il y a de contraintes, plus c'est compliqué, et je pense un peu le contraire. Plus il y a de contraintes, finalement, plus le chemin est étroit pour trouver le bon projet. Mais c'est la somme des contraintes, finalement, quand c'est pas complètement irréconciliable, bah, c'est presque une chance pour le projet. Et donc ça, c'est peut-être le plus petit projet. En fait, ça nous a apporté énormément de boulot derrière. Nous, on se bat sur des choses qu'on appelle les MAPA, les marchés à procédure négociée, enfin, des petits marchés en dessous de 1 million de travaux, en gros. On arrive à avoir un MAPA, c'est celui-ci, qui est la réhabilitation d'une mairie à Pézac-le-Moustier. Et c'est beaucoup de ces écoles rurales où il y avait la mairie au rez-de-chaussée et l'école au-dessus. En fait, l'école est partie parce qu'il y a des regroupements de communes, et l'école est partie dans un village à côté. Donc ils se sont retrouvés avec cette surface inexploitée, et ils voulaient faire 2 logements communaux. Et on leur a proposé de répondre. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il a fallu leur expliquer à un moment donné que, en fait, il y avait trop de surface pour faire 2 logements par rapport à leur ambition. Et par contre, on pouvait l'utiliser plutôt que de rapporter des surfaces extérieures, de travailler en creux, c'est-à-dire en négatif, pour faire des balcons et des surfaces extérieures nécessaires pour les gens, plutôt dans l'œuvre qu'en extérieur. On mène en parallèle des travaux de l'agence, un reportage photo avec atmosphérique narrative. Donc c'est Cyril Weiner et Jaime Meloni, qui sont des très bons photographes d'archi. Nous, quand on a commencé notre agence, on s'est dit par qui est-ce qu'on peut faire photographier nos projets, par qui on fantasmerait de faire photographier nos projets. En fait, on pensait à Cyril Weiner. Et donc on l'a contacté, il a photographié nos projets. Donc c'était déconnant pour le budget de notre agence, vraiment. Mais en fait, quand on est architecte, il n'y a pas beaucoup de moments où on est content quand même de ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent vous dire: «C'est super, bravo», parce que les gens, il y a un chantier qui se passe, ça nous arrive, hein, mais c'est quand même, bon, ça arrive des fois 2-3 ans après, parce que c'est quand même un peu laborieux le truc. Et en fait, nous, au moment où on reçoit les photos de Cyril Weiner, c'est toujours un des moments où on est content de faire ce qu'on fait. Donc on a consacré une grosse partie de notre budget à Cyril Weiner. Et en fait, on lui fait photographier, en plus de nos projets, des choses qui nous interpellent dans le contexte immédiat de nos projets. Donc il y a cet atlas des choses qu'on a en tête, et évidemment, il y a des visites, beaucoup, Brabant, et évidemment, il y a la culture plus, j'allais dire, Instagram, et puis, qu'on est allé voir ça aussi, Zumthor. Et là, évidemment, on voit une forme de, pas de parenté, mais d'idée de la maison noire que vous avez vue tout à l'heure sur la structure métal. Et en fait, la créativité, pour nous, c'est simplement l'art d'assembler des pièces d'un puzzle, donc qu'on a connu, qu'on connaît empiriquement, qu'on connaît avec les sens, qu'on connaît de manière livresque, j'allais dire, et de les assembler de manière toujours nouvelle et toujours inattendue. Je ne connais pas de bon architecte
qui soit pas cultivé, qui soit pas un gros geek de l'architecture. Et donc là, on a juste, c'est un projet de 4 pièces avec une salle commune à l'étage qui est installée dans une pente. Donc on rentre par le haut, les chambres sont en bas. Et en fait, le grand truc, c'est qu'on a acheté sur le Bon Coin des pierres de Bory qui étaient détruites pour faire un lotissement à Montagnac à côté. Il y a cette espèce de statut d'ambiguïté là qu'on trouve intéressant. C'est que tout d'un coup, on ne sait plus si c'est une réhabilitation, si c'est un bâtiment existant, si c'est un bâtiment neuf, etc. Et en fait, ça nous a fait la meilleure publication, avant Archinov, hein, mais c'est la meilleure publication qu'on a eue pour le moment, qui est La France agricole, qui est un journal à fort tirage qu'on retrouve dans les campagnes, etc., où on a, tout d'un coup, on trouve qu'il y a une architecture qu'on a envie de défendre, une architecture contemporaine, qui prend place comme ça, dans le MAC Vie Pratique. Tout d'un coup, ça se passe dans la vie pratique, et on a interviewé de là-dedans, et on trouve que ça, le fait que les architectes sortent de DA, sortent de, bon, rien contre DA, mais d'AMC, de machin, ben on trouve que c'est intéressant. Là, on a eu la chance de tomber sur des clients patients, parce qu'ils n'avaient pas de budget, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, et donc de faire une toute petite maison à 200 000 €, et qui nous a permis d'expérimenter la différence fondamentale entre la préfabrication et la standardisation. Le grand bénéfice du bois, c'est qu'on peut préfabriquer, donc ne pas évacuer la problématique du détail, etc., de tout caler, et dans une logique économique qui est complètement, qui devrait être celle de tout le monde. Donc l'architecture comme restitution d'une parole collective. Il y a un écrivain italien qu'on aime beaucoup qui s'appelle Italo Calvino, qui considérait que le conte est anthropologiquement un élément fondamental pour comprendre la relation entre les humains et l'histoire. La littérature, pour lui, ne devrait pas être une valorisation de la subjectivité de celui qui écrit, comme le roman, mais plutôt la restitution d'une expérience collective sous la forme d'un conte. Donc ça, c'est extrait de l'Atlas de Tabouchi, c'est pas Cyril Weiner, hein, donc Atlas des régions naturelles, qui est une série de livres et de Eric et Nelly Monnier et Eric Tabouchi, qui sont des photographes qu'on aime beaucoup, et qui photographient des objets comme ça qui sont pris à la campagne. Et en fait, on trouve que c'est des objets qui sont incroyables parce qu'on a du mal à percevoir l'échelle. Et en fait, on a été amené à construire dans ce type de zone-là. Donc là, on est dans le centre de la France, ça se voit, c'est plat, il y a des forêts. Ça, c'est une photo de Cyril Weiner. Et en fait, la réglementation européenne a changé, et en fait, les concessionnaires d'autoroutes ont dû construire au-dessus des stocks de sel qui sont utilisés pour dessaler les routes quand il y a des intempéries, et quand il y a de la glace et des choses comme ça. Pour le moment, ces stocks de sel étaient stockés sur des nappes de bitume, et donc le sel s'est infiltré dans les nappes phréatiques et pollué les nappes phréatiques. Et à partir de 2018, il a fallu construire des abris. Et ces abris, la plupart du temps, ce sont les ingénieurs VRD qui s'en occupent. Alors que nous, je pense que ce sont les plus gros bâtiments qu'on ait construits. Juste parce qu'il y a un ABF qui a refusé le permis d'un hangar à sel dessiné par des ingénieurs VRD d'une boîte d'un copain ingénieur VRD, qui m'a appelé en catastrophe en me disant: «Il faut que je redépose un permis, je me fais emmerder par l'ABF». Je lui ai dit: «Oui, c'est normal». Et on lui a destiné un hangar à sel, et Vinci Autoroute a voulu développer ce système de protection à l'ensemble, enfin, pas l'ensemble de ces, mais en fait, on en a fait 13. Ils sont assez visibles depuis les autoroutes, ils sont perçus depuis le train aussi, et du coup, ils sont dans des situations qui sont comme ça, un peu délaissées, qui sont très peu envisagées par les architectes, et sauf qu'on trouve que les architectes, ils ont tout à fait leur place, parce que non seulement il y a des gens qui habitent dans ces zones-là, il y a des gens qui travaillent aussi, il y a des gens qui passent devant, et les architectes, ils devraient avoir un discours là-dessus, et c'est pas, c'est un travail qu'on peut tout à fait mener dans un cadre économique normal. Donc là, on est à Montpellier, et en fait, j'ai un copain maraîcher qui a du maraîchage, vous voyez ma souris là? Oui. Qui a du maraîchage dans cette zone-là, et au milieu d'une ZAC qui est en construction. Ça, à Montpellier, on fait beaucoup de ZAC. Et en fait, mon pote avait besoin d'un point de vente dans la nouvelle ZAC en construction, pour ses produits de maraîchage. Et donc il est venu me voir, il m'a dit: «Ouais, je vais te présenter». Le propriétaire du terrain, c'est l'aménageur du coin, qui s'appelle la Serme, évidemment, et il me dit: «Je vais négocier avec la Serme, il faudrait que tu me fasses 2 containers. On met une toile de tente entre les 2, et comme ça, je peux avoir un espace de vente», etc. Et en fait, en travaillant avec la Serme, le directeur de la Serme à l'époque, le directeur opérationnel, et Félix, on a vendu un objet qui couvre un demi-terrain de basket, qu'on peut démonter, déplacer, et qu'on jette pas, quoi. Parce que, en fait, dans l'idée, un jour, potentiellement, sur cette zone-là, il y aura un plot un peu, enfin, peut-être un très beau plot que fera Sam, je sais pas. Un très beau plot de logement avec un rez-de-chaussée commercial et des trucs à l'étage. Mais pour le moment, le terrain est réquisitionné par la Serme pour faire ce point de vente, ce restaurant, etc., en circuit court. Donc c'est un projet démontable.
Nous, on aime bien parce que c'est la première fois qu'un projet agricole, à notre sens, prend la place d'un projet d'aménagement. Je crois, en général, c'est un peu le principe, c'est plutôt l'étalement sur les zones agricoles. Parce que maintenant que c'est construit, vous savez, les projets qui sont censés durer, normalement, c'est censé durer 5 ans. Mais là, ils ont fait des travaux. Je pense que là, s'ils sont pas là dans 20 ans, on verra. Mais à mon avis, ça va rester très très longtemps, cette affaire-là. Et donc, on a fait ce qu'on appelle la grange urbaine, qui s'appelle les Halles du Verger maintenant. Et en fait, là, l'idée, c'est aussi de travailler toujours, vous avez compris cette notion d'épaisseur, un peu même contre le principe du matériau, c'est-à-dire de faire une structure intérieure, de mettre le bardage à l'intérieur, de rapporter la structure, les menuiseries au nu extérieur, tout ça pour donner de l'épaisseur, parce que comme on passe en bagnole à côté, l'idée d'avoir des grands vents qui abritent, etc., et de donner d'apporter une réponse, en tout cas, à cette question de la logique plane qui prévaut, du fait qu'on peut se réfugier nulle part dans les ZAC, avec un langage d'architecte. On a été contacté par une entreprise, un négociant en vin, qui avait racheté les anciens abattoirs napoléoniens de la ville de Pauillac pour installer leur siège social et leur lieu de dégustation. Disons, ils ont acheté des abattoirs qui étaient évidemment pas en état, assez tristes, un milieu clos, etc. Et pourtant, la présence de l'estuaire juste derrière fait que, en fait, tout était dans le décor. Sauf que dans le site, on ne percevait plus le décor. La vraie beauté, je pense, de ce projet, c'est surtout que ça a surtout consisté à, bon, évidemment, refaire les menuiseries, libérer le plus possible les vues à l'extérieur, et aussi ouvrir les clôtures pour faire en sorte de faire entrer l'extérieur à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, même l'architecture qu'on a développée, c'est l'architecture presque la plus neutre possible pour dire que le vrai sujet, c'est presque l'estuaire à cet endroit-là. Tout d'un coup, en effaçant des petits chichis archi, on pense qu'on arrivait à un point d'équilibre qui nous semble plus intéressant pour la vie du site. Donc là, c'est les bureaux du rez-de-chaussée, c'est quand même, il y a une vue sur l'estuaire. Donc évidemment, avec des problématiques d'inondabilité, donc il y a du fermacelle jusqu'à une certaine hauteur, toute l'électricité arrive par le haut, c'est des petits sujets techniques un peu amusants. Et je vais finir par ça, parce que c'est quelque chose que j'aime bien montrer. C'est des petits croquis de Palladio qui sont exposés à New York. C'est dans son carnet de recherche. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est Palladio en train de galérer sur la Villa Volpi, en train de se dire où est-ce que je fous l'escalier? Est-ce que je le fous à gauche? Est-ce que je le fous au centre? Est-ce que je le fous... Et en fait, très honnêtement, ce mec-là, qui est du XVIe siècle, italien, etc., j'ai vraiment rien à voir avec lui, mais par contre, je sais qu'on fait le même métier, parce que nos carnets de croquis, alors Palladio dessinait mieux que moi, mais quand même, en fait, c'est ça, c'est se tergiverser sur où est-ce qu'on met l'accès, où est-ce que je mets les colonnes, où est-ce que je mets le système porteur. C'est que moi, je crois pas qu'il faille innover absolument. C'est-à-dire que, en fait, innover, l'espèce d'idée qu'on n'a pas inventé les trucs et tout, je sais pas. Il y a tellement de gens qui ont sué et qui ont cherché, en fait, des solutions. Ouais, l'histoire est un catalogue de problèmes, mais surtout, aussi, on peut essayer de s'appuyer sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, qui ont cherché des solutions pour en trouver. Et donc, je crois que le rapport à l'histoire, c'est juste, un rapport un peu circonspect, comme ça, il faut le regarder, il faut le connaître pour éviter de refaire, les mêmes erreurs. Donc je finis par cette phrase qui nous tient à cœur avec Baptiste. Dans la vie, la plupart d'entre nous feront des choses ordinaires. La chose la plus importante quand on fait des choses ordinaires, c'est de les faire extraordinairement bien et de pouvoir aller à la plage sans que personne ne sache qui tu es. Voilà. Glenn Murcutt, et merci beaucoup.